Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Weekly Bitcoin, l'épisode 10 de cette semaine pour revenir sur une semaine plutôt chargée en news sur le Bitcoin. On est accompagné comme d'habitude d'Alexandre Lézet, le directeur stratégie de Bitcoin chez Capital B. Comment vas-tu, Alexandre ? Très bien, Rémi, et toi ? Eh ben, ça va super. Écoute, on va faire le point sur cette semaine assez chargée. Le Bitcoin qui reste dans sa petite baisse, sa petite correction de marché, avec Harvard pour commencer, qui a réduit un peu son exposition, qui s'est tourné vers l'Ether, à notre plus grande surprise. Alors pourquoi Harvard décide de changer son exposition au Bitcoin pour passer sur l'Ether en plein milieu d'une baisse ? Il arrive au plus grand de faire des erreurs. On savait déjà que Harvard avait quelques difficultés en termes de maintien de son statut de grande école mondiale, mais là, effectivement, il nous avait bien surpris avec une exposition Bitcoin précédemment, avec bien sûr les ETF Bitcoin de BlackRock. Et là, ils font le choix, effectivement, de réduire cette exposition pour aller dans un actif qui sous-performe le Bitcoin de manière structurelle depuis bientôt près de 10 ans. Il faut savoir que depuis les plus hauts d'Ethereum en 2017, l'Ethereum n'a cessé de perdre de la valeur contre le Bitcoin. À l'époque, un Ethereum valait 0,10 Bitcoin et maintenant c'est 0,2 Bitcoin. Donc c'est une division par 4, par 5 qui fait que l'Ethereum perd énormément de sa valeur au fil du temps, comparé au Bitcoin qui est le seul actif qui a une rareté absolue, alors que l'Ethereum a effectivement certains cas d'usage d'un point de vue business, et encore, on n'a pas forcément besoin de l'actif, même si on utilise la technologie, là où Bitcoin se distingue particulièrement par sa rareté absolue. Et donc ce choix de Harvard est peut-être un choix à court terme, peut-être qu'il y a une stratégie particulière dont on n'a pas la connaissance. Mais en tout cas, sur le long terme, eh bien, Bitcoin est sur une tendance très fortement haussière par rapport au reste des cryptoactifs. Bitcoin représente 99% de la puissance énergétique qui est allouée à la sécurisation des réseaux cryptographiques. Et Bitcoin représente plus de 60% du marché, tout simplement puisqu'il est le plus rare et qu'il représente vraiment ce cas d'usage de réserve de valeur à l'ère digitale. Et donc, c'est à mettre en comparaison des autres acteurs qui accumulent du Bitcoin et pas de l'Ethereum, comme on pourra le voir par la suite, je pense. C'est ça, puisque le Bitcoin est toujours considéré comme un actif très différent du reste. Est-ce qu'on peut considérer que l'Ethereum est un altcoin ? Oui, alors les Bitcoiners auront des termes un petit peu plus durs quant aux altcoins, mais oui, un altcoin, historiquement, c'est un coin qui n'est pas Bitcoin, tout simplement. Et donc, c'est un actif numérique qui a été créé dans un cas d'usage relativement différent. Le cas d'usage d'Ethereum, c'est de faire fonctionner la blockchain Ethereum et les cas d'usage qui tournent autour. Et ce qu'on se rend compte, il y a eu une théorie précédemment que quand le Bitcoin montait, il allait y avoir d'autres altcoins qui allaient plus monter que le Bitcoin. Et on voit que cette théorie-là, eh bien, est en phase de disparaître avec le consensus du marché qui va plutôt vers des actifs qui sont autour du Bitcoin, comme les Bitcoin Treasury Companies, qui capitalisent sur le Bitcoin, qui ajoutent de la valeur autour du Bitcoin, plutôt que des actifs qui ont pour seule vocation de créer un écosystème de blockchain dont l'usage technologique ne dépend pas nécessairement de l'actif en question, et en plus, dont l'usage nécessite un prix de l'actif qui est bas. C'est-à-dire que les utilisateurs du réseau Ethereum ont intérêt pour l'utilisation du réseau précisément que l'actif tende à baisser, et la fondation Ethereum passe son temps à créer plus d'Ethereum également. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une réserve de valeur. C'est la différence entre de l'argent et tout autre actif qui serait plus simple à produire. C'est un peu vraiment une différence fondamentale entre des actifs qui sont difficiles à produire, comme le Bitcoin qui a une limite de 21 millions, et des actifs qui sont faciles à produire, comme l'Ethereum qui n'a aucune limite. Donc, en effet,
le Bitcoin, métal très précieux, alors que l'Ethereum un petit peu moins. Est-ce qu'on sait, est-ce que Harvard s'est exprimé sur la fonction de cette trésorerie? Est-ce qu'on peut considérer Harvard comme comme une institution? Est-ce que c'est juste un pari? Est-ce qu'il mise sur peut-être un potentiel, une potentielle montée de l'Ethereum peut-être moins forte du Bitcoin, vu que l'Ethereum a du mal à performer, qui sous-performe depuis des années? Est-ce que c'est juste un pari ou est-ce qu'en effet, il y a peut-être une stratégie derrière qu'on ne connaît pas? Malheureusement, on n'a pas de détails sur les raisons de ce choix. On D'accord. ne peut pas non plus dire que c'est un choix de long terme. On ne peut pas non plus dire que c'est un choix majoritaire. Selon ma compréhension, c'est uniquement une petite partie de leurs actifs D'accord. qui ont été alloués. Ceci étant, en fait, chez des institutions, finalement, c'est une institution, hein, les grandes universités américaines placent des quantités importantes d'argent. Et souvent, une erreur qui est commise, c'est de diversifier. Alors, ça peut être une Mhm. bonne idée dans le cadre d'une institution qui a une gestion prudente, d'avoir différents types d'actifs. L'erreur qui est faite, c'est souvent de diversifier au sein même d'une classe d'actifs et en croyant qu'il y a une classe d'actifs avec plusieurs actifs, alors qu'en fait, en termes de réserve de valeur, dans le monde digital, il n'y a que le Bitcoin. Le reste, finalement, ce ne sont pas des réserves de valeur. Et donc, peut-être que Harvard pense diversifier dans le secteur des cryptoactifs, alors qu'en fait, il devrait peut-être, s'il souhaitait diversifier, alors il devrait avoir du Bitcoin et d'autres actifs traditionnels. Et ils font l'erreur, en fait, de diversifier dans la classe d'actifs crypto, parce qu'en fait, la classe d'actifs crypto, du point de vue de la réserve de valeur, c'est égal à Bitcoin. Il n'y a pas vraiment d'autres Oui. alternatives. Et en effet, j'imagine que c'est quand même mieux de se diversifier en vendant à la hausse plutôt qu'à la baisse. Oui, alors bon, d'autant plus que effectivement, après, c'est en regardant dans le rétroviseur, ils ont effectivement. Alors après, il faut faire attention, c'est quand même des décisions qui sont annoncées après que les décisions aient été prises souvent, et donc c'est difficile de juger exactement à quel moment a été prise la décision, D'accord. à Oui, on quel ne connaît pas moment a été forcément le prix, exécutée la oui. décision. Voilà, Mhm. donc je pense qu'il Ni faut le pas prix trop tirer de d'achat, ni le prix conclusions de de vente. tout ça. Très bien. Et de manière générale, Harvard n'est pas un acteur significatif Mm. dans le monde en termes d'allocation. Ce n'est pas un très grand asset manager. Et il est probable que Harvard ait différents, disons, acteurs autour qui aient des intérêts qui divergent et des informations peut-être nouvelles sur du court terme qui leur permettent d'aller faire ce type de décision. Mais en tout cas, sur le long terme, le Bitcoin surperforme très largement l'Ethereum d'un facteur de x5. Et donc, c'est assez peu raisonnable pour Harvard de Mhm. faire ce type de décision-là. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, autre investissement qui concerne le fonds souverain d'Abu Dhabi, qui, eux, pour le coup, renforcent leur exposition au Bitcoin via l'ETF de BlackRock. Alors, une institution qui, pour le coup, accumule pendant les phases de correction du marché. Est-ce que d'autres institutions sont dans le même cas? Est-ce qu'on en sait plus sur ce fonds souverain d'Abu Dhabi et son exposition précédente? Est-ce que tu peux nous en dire un peu Oui, plus alors sur c'est un ça? développement qui est très intéressant et qui est dans un ordre de grandeur 10 fois supérieur à celui de Harvard, même 20 fois supérieur. Donc là, on parle de quelque chose qui est significatif. Dans le cas d'effectivement Mubadala, qui est un des plus grands fonds souverains d'Abu Dhabi, en fait, ils ont commencé par une allocation de l'ordre de 300 millions, qui ensuite a augmenté à 500 millions, et maintenant on est à 1 milliard environ d'allocation au Bitcoin. Et donc 1 milliard d'allocation, c'est déjà, disons, une première bonne étape pour un fonds souverain, pour un État finalement. Et cette allocation-là est en augmentation. Et s'il continue à ce rythme-là, il pourrait atteindre des niveaux de capitalisation de leur investissement qui pourrait atteindre la taille de l'investissement de stratégie en termes de dollars, donc qui pourrait atteindre peut-être 30, 40, 50 milliards de dollars investis en Bitcoin à horizon 2030-2035. Et donc,
On est en train de dire tout simplement que c'est l'équivalent d'une autre stratégie en termes d'accumulation qui est en train d'arriver sur le marché, mais à travers les fonds souverains. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui apporte un signal très important. Il faut noter que c'est pas le seul en plus. Maintenant, ce qu'on note, c'est que oui, il y a deux fonds qui sont à l'intérieur de cette annonce, mais les deux sont de toute façon au sein de Mubadala, qui est ce grand fonds souverain d'Abu Dhabi. Et c'est tout particulièrement important de voir un État qui historiquement a eu beaucoup de réserves de pétrole reconnaître que le Bitcoin est cette nouvelle matière précieuse pour le futur à l'ère digitale et qui vient tirer parti de cet avantage. Et Mubadala, avec Adi, a par exemple fait des déclarations disant que le Bitcoin s'inscrit au même niveau que l'or dans leur stratégie long terme de réserve de valeur. Donc c'est tout à fait significatif et ils viennent rejoindre la Norvège, la Suisse et bon, il y a des projets au Luxembourg, en République tchèque, mais dans des ordres de grandeur moindres. Là, vraiment, Abu Dhabi, c'est vraiment un ordre de grandeur très important, à l'image de la Norvège. Et on voit que dans le monde, c'est les fonds souverains les plus reconnus et c'est ceux qui ont du Bitcoin. Et je pense que ça va inspirer énormément, notamment, par exemple, les projets des États-Unis d'allocation stratégique qui ont déçu un peu sur la réserve stratégique américaine avec un achat en direct qui n'est pas encore intervenu, mais qui pourrait arriver pour le coup avec ce projet de fonds souverain que développent les États-Unis. Et je ne serais pas surpris que certains autres États européens suivent la même direction. Et on voit également dans cette liste qui a été publiée, en fait, c'est une liste des détenteurs de IBIT, l'ETF Bitcoin de BlackRock, qui a été updaté pour le Q4 2025. Et on voit qu'il y a également un acteur qui se distingue avec une très grosse position, c'est Jane Street aux États-Unis, qui a également des centaines de millions et même plus de Bitcoin sur sa position. Et également une entité qui s'appelle l'Aurora, qui en fait pourrait être liée à des entités chinoises. Donc, bon, tout ça n'est pas confirmé, mais ça permet de voir que l'adoption de Bitcoin à l'échelle institutionnelle ne fait que commencer et que contrairement aux apparences de prix de Bitcoin qui sont volatiles, finalement, on a une adoption croissante. On a un nombre de Bitcoin détenus par des institutions qui augmente au fur et à mesure. Et en fait, on a une information. Cette information, c'est que Bitcoin est maintenant traité comme un or en devenir à l'échelle digitale et on peut en tirer les conclusions relativement simples que Bitcoin a donc le potentiel de se rapprocher vers la capitalisation de l'or. Pour rappel, cette capitalisation de l'or est autour de 30 trillions, le Bitcoin est autour de 1,5 trillion et donc c'est un potentiel de x20 sur les 10 prochaines années qui est tout à fait significatif et qui n'est pas irréalisable puisque le Bitcoin a déjà fait x20 depuis son dernier bottom d'il y a 8 ans, qui était autour de $3,000. Et aujourd'hui, on a un bottom qui est en cours de formation, qui est autour de $60,000. Et donc, si on continue sur cette lancée, on voit bien qu'il y a un potentiel gigantesque pour le Bitcoin d'aller vers 1 million et plus de dollars l'unité de Bitcoin. Et donc, les prix d'aujourd'hui permettent, dans ce cadre d'analyse, d'acheter du Bitcoin avec plus de moins 90% de discount par rapport à la valeur qu'on peut lui attribuer pour le futur. Donc, en effet, c'est assez malin de passer par des phases d'accumulation au moment de baisse, si en effet on est un bitcoiner, un bitcoin maxi et qu'on considère que ce n'est qu'une petite correction du marché. Mais alors pourquoi Mubadala, pourquoi être passé par un ETF du coup d'une institution américaine? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et s'ils veulent montrer l'exemple aux Américains, est-ce qu'ils pourraient peut-être faire un ETF de leur côté également? Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Il y a de multiples raisons. La raison principale, c'est le risque. Toute institution financière cherche à minimiser le risque et acheter un titre financier qui est fourni par BlackRock, le plus grand asset manager au monde, qui pèse maintenant près de 20 trillions de dollars d'actifs sous gestion.
c'est prendre le moins de risques possible. Et c'est pour ça que l'ETF Bitcoin de BlackRock reçoit le plus d'investissement de la part des plus grandes institutions mondiales, et que c'est celui qui a le plus un marché d'options le plus fourni au monde également autour. Et donc, ce que fait tout simplement Mubadala, et ce qu'il fait d'ailleurs, ce qui est peu connu, mais ce que les fonds souverains font d'habitude, c'est qu'ils n'investissent pas directement eux-mêmes. Ils investissent soit à travers des fonds qui sont gérés par des gérants indépendants, qui vont investir pour le compte du fonds souverain, ou ils investissent dans effectivement des ETF qui sont reconnus à l'échelle mondiale. Et donc à chaque fois, ils minimisent le risque de réputation. Et il y a un autre facteur qui est assez intéressant, c'est que de plus, en achetant ce type de produits qui sont émis, fournis par des institutions internationales, ils renforcent leurs liens géopolitiques, économiques avec de très grandes institutions d'autres États, et donc ils participent à leur influence mondiale, à la fois économique, financière, mais in fine aussi politique. Et donc stratégiquement, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de puissance sur le long cours que d'acheter l'actif en direct. Après, je vais nuancer ça de manière assez forte, puisque Abu Dhabi ne se contente pas d'acheter des ETF Bitcoin, il mine du Bitcoin également. Donc, les Émirats arabes unis ont développé du minage de Bitcoin en local à Abu Dhabi, et de cette manière-là détiennent également du Bitcoin en propre qui n'est pas lié à des ETF. Donc, en réalité, ils font les deux. D'accord, donc c'est malin en effet eux, ils diversifient alors plutôt les techniques d'acquisition et d'accumulation du Bitcoin via du minage en direct. Et j'imagine qu'en effet, pour un fonds souverain, c'est peut-être aussi plus officiel, plus facile d'acheter de l'ETF plutôt que de passer par... Et peut-être aussi plus sécurisé pour le coup, que de passer en direct et d'acheter via le wallet du directeur du fonds souverain qui, en effet, ne sera peut-être pas aussi officiel. Disons qu'il y a une gradation entre il y a une les nuance. Ouais. Ceci étant, on n'est peut-être pas très loin de la réalité, mais en fait, il y a l'autre alternative qui consisterait pour le fonds souverain à acheter du Bitcoin en direct et à le conserver eux-mêmes, en dehors du minage de Bitcoin, serait effectivement de faire un processus qui durerait environ 2 ans de mise en place d'infrastructures en local pour l'acquisition, sélectionner les bons partenaires pour l'achat, sélectionner les bons partenaires technologiques pour la conservation. Et tout ça, c'est des audits et des procédures qui durent vraiment longtemps, qui nécessitent beaucoup d'approbation de tous les côtés. Et c'est un processus qui dure en général 2 ans. Et en fait, s'ils avaient fait ça, ils n'auraient toujours pas de Bitcoin. Donc, il est bien préférable pour eux de commencer quelque part. Et peut-être qu'au fur et à mesure, eh bien, ils constitueront aussi une manière directe d'acheter du Bitcoin, même en plus des ETF et en plus du minage. Donc ils ont choisi en effet une solution fiable déjà sur le marché pour profiter de ce bear market pour accumuler à fond du Bitcoin. Très bien. Alors petit retour en France et en Europe. On a une info que Christine Lagarde pourrait quitter la BCE. Alors est-ce que un éventuel départ de Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne pourrait influencer le marché Bitcoin, pourrait influencer les pays européens face au Bitcoin? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, le grand avantage, c'est que Bitcoin n'a aucun, il n'y a aucun impact du type de président de la BCE sur Bitcoin. En fait, Bitcoin réussit avec ou sans la BCE d'ailleurs. Et donc, le changement de président de la BCE n'a pas d'impact sur le Bitcoin, de la même manière qu'il n'a pas d'impact au niveau mondial également. Ce qui a un impact, c'est la Réserve fédérale américaine, qui est finalement, in fine, la banque centrale qui met les taux d'intérêt pour le monde entier. Alors après, je vais nuancer ça en disant qu'effectivement, la banque centrale américaine aussi discute, bien sûr, avec ses pairs dans les régions différentes, mais les États-Unis sont la puissance mondiale, bien qu'on dise que l'ordre géopolitique mondial est en train de se défaire. Les États-Unis
et le dollar reste la puissance mondiale et, disons, le moyen d'échange de standard au niveau mondial pour les échanges internationaux. Et donc, ce changement-là n'a pas un impact crucial en tant que tel. Maintenant, alors c'est une bonne nouvelle du point de vue du fait que Christine Lagarde s'est opposée, ou en tout cas a toujours fait des déclarations très sommaires et très peu argumentées, et très peu soutenues finalement, du Bitcoin, sur le Bitcoin. Mais en fait, la bonne nouvelle dépendra de la nouvelle personne qui la remplacera. Est-ce que cette nouvelle personne-là aura des propos un petit peu plus nuancés? Je l'espère, c'est possible. Il est possible, il y a deux types d'argumentation autour de ce changement, qui suit d'ailleurs le changement de la Banque de France, hein, avec le gouverneur de la Banque de France qui a récemment démissionné. Là, on a la présidente de la BCE, et le plus rationnel serait de se dire que, au vu des prochaines élections en France et dans d'autres États européens, les présidents français et allemands anticipent un petit peu le risque de perte de pouvoir en sélectionnant des gouverneurs qui sont plus alignés avec leur politique avant qu'ils partent, disons, de leur gouvernance locale. Et la deuxième explication, un petit peu plus, et qui peut peut-être d'ailleurs en lien, ou en tout cas qui peut être complémentaire, qui peut créer une forme d'alignement, c'est que les États-Unis ont pour stratégie justement d'avoir Bitcoin comme réserve stratégique et les actifs numériques comme priorité de leur stratégie, et donc qu'ils puissent être un petit peu agacés d'un président de banque centrale cousin qui est complètement contre le développement des actifs numériques. Donc, on peut espérer qu'il y ait un gouverneur de banque centrale un petit peu plus, à minima, agnostique par rapport aux technologies. On ne demande pas nécessairement qu'un gouverneur soit pro-Bitcoin, hein. C'est pas forcément son rôle. Ça serait mieux, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, à minima, qu'un gouverneur de banque centrale soit agnostique ou n'accorde pas finalement de rôle particulier dans sa fonction à Bitcoin, ce serait déjà une avancée. Si la banque centrale pouvait se tenir à ne pas imprimer autant d'argent qu'elle le fait et de rester à des niveaux d'inflation qui avaient été définis et pas à une inflation stable, je pense que ça serait peut-être plus bénéfique. Mais tout ça est bien au-delà de nos connaissances. Donc on préfère se concentrer sur l'exécution de l'accumulation de Bitcoin, puisque quel que soit le gouverneur de la Banque centrale européenne, eh bien, il n'y a qu'une seule solution pour le paiement de la dette, c'est d'imprimer plus de monnaie. Et donc, quel que soit le bord politique ou les orientations autour du Bitcoin du gouverneur de la Banque centrale, nouveau, il n'aura pas d'autre choix que d'imprimer plus d'euros pour payer les intérêts de la dette qui commencent à être tout à fait significatifs à l'échelle des budgets de l'État. Et on voit bien que les États auront du mal à augmenter plus les impôts sans créer davantage de difficultés. Les États auront du mal à baisser davantage les dépenses sans créer davantage de difficultés d'ordre politique. Et donc, il est très probable que, en tout cas historiquement, les banques centrales et les États ont toujours choisi l'option de la dévaluation monétaire. Et donc, c'est une forme de taxation indirecte de tout le monde qui n'est pas forcément favorable, mais qui est un peu plus imperceptible et qui est donc choisie. Donc, la seule solution rationnelle à tout ça, eh bien, c'est de se diriger vers le Bitcoin pour se protéger de l'inflation inévitable de la masse monétaire. Donc en effet, un euro qui n'aura sûrement pas la même évolution que le Bitcoin dans les 10 ou 20 prochaines années. Mais alors est-ce qu'à l'inverse, un président qui serait vraiment pro-crypto, pro-Bitcoin et qui l'exprimerait, parce que c'est pas tout d'être pro, c'est aussi faire passer ses idées, comme Christine Lagarde a pu le faire justement à l'encontre du Bitcoin. Est-ce que un président ou un gouverneur pro-crypto, est-ce que ça aurait un impact justement sur le marché dans le bon sens pour le coup, ou est-ce que pareil se resterait limité sur le marché des cryptos? Alors, on l'a vu, l'annonce d'une politique pro-Bitcoin est très positive pour le marché. On l'a vu avec l'élection de Donald Trump et la hausse du Bitcoin qui s'en est suivie. Par contre, on voit bien que ce n'est pas que l'annonce qui fait la différence, mais l'exécution. En l'absence de politique d'accumulation de Bitcoin, on voit bien que le Bitcoin est quand même aussi redescendu
à peu près au même niveau où il était avant l'élection de Donald Trump. Donc, les annonces et les volontés sont importantes, mais ce qui compte, c'est l'exécution. Après, il y a toujours un débat au sein même de la communauté Bitcoin sur le fait de savoir si un État devrait accumuler du Bitcoin ou s'il devrait tout simplement rendre l'argent à ses citoyens pour qu'ils achètent eux-mêmes du Bitcoin. Ma conviction, c'est que toute entité, tout individu a vocation à acheter du Bitcoin et que l'État, de par sa capacité d'emprunter sur les marchés, aurait la capacité à la fois d'emprunter pour couvrir ses obligations passées et aussi de faire passer une partie de cette dette, ça s'appelle les Bitbonds, dans du Bitcoin qui permettrait in fine de rembourser le capital emprunté. Et donc, ce serait un scénario win-win entre un État qui emprunte de l'argent pour financer le développement d'infrastructures stratégiques, par exemple d'un point de vue militaire, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de minage de Bitcoin, etc. Et de l'autre côté, qui accumule un actif qui a vocation à augmenter en valeur et à couvrir même la taille de la dette empruntée initialement. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait probablement se faire aux États-Unis et qui pourrait changer la configuration du marché. Et c'est quelque chose qui pourrait se faire dans d'autres États également. On a vu d'autres États qui se sont prononcés en faveur du Bitcoin et qui ont eu une trajectoire très positive. Le Salvador particulièrement. Là, on voit que la criminalité a baissé de manière drastique. On voit que la notation de crédit du pays s'est améliorée de manière drastique. Et on voit que les réserves stratégiques du pays ont augmenté de manière drastique. Après, d'un point de vue politique, il y a toujours des critiques dans tous les sens. J'observe simplement ces éléments-là de manière ségrégée. Ensuite, il y a également l'Argentine, bien sûr, avec Javier Milei, qui est venu avec une volonté, disons, de libération économique et d'agnosticité du point de vue du Bitcoin. Et ça aussi, ça s'est révélé relativement positif sur, disons, en tout cas, la liberté de l'entrepreneuriat en Argentine et une baisse de l'inflation. Donc, ce qui compte finalement, c'est de baisser l'inflation monétaire dans un pays. Et il semblerait que les États qui adoptent vraiment le Bitcoin, pas juste des annonces, aient tendance ensuite à adopter des mesures relativement plus conservatrices ou en tout cas orientées un peu plus sur le long terme, puisque souvent on dénonce l'endettement des États, mais ce qui pose problème, c'est pas l'endettement des États. Ce qui pose problème, c'est la direction du capital utilisé qui vient de la dette vers des dépenses qui ne sont pas des investissements. C'est ça le problème. Et donc, si à minima une partie de ce capital levé par les États va dans le Bitcoin, au moins on ne se retrouve pas dans une situation d'insolvabilité totale, direction dans laquelle beaucoup d'États occidentaux se dirigent. Alors en effet, oui, les paroles sont parfois là au début d'une campagne ou d'un mandat, mais en effet, les États-Unis, on le rappelle, n'ont pas réellement acheté ou accumulé de Bitcoin, en tout cas à l'achat. Ils ont surtout fait des réserves grâce au Bitcoin qui était déjà présent et qu'ils ont récupéré de diverses manières par rapport au vol et aux divers scams qui ont été faits. Est-ce que du coup, tu parlais des Bitbonds, est-ce qu'il y a eu des vrais États qui sont passés par là, ou pour l'instant c'est encore qu'une théorie qui n'a pas encore été mise à l'épreuve? C'est encore une théorie pour l'instant. Maintenant, c'est quelque chose dont je sais qu'il y a, disons, il y a de la discussion de manière très active aux États-Unis et dans certains États aussi américains. Il faut savoir quand même qu'il y a les États indépendants et puis l'État fédéral aux États-Unis. Et donc, on sait qu'il y a certains États qui ont commencé à acheter du Bitcoin en dehors de l'État fédéral lui-même. Donc, il est très probable, d'ici la fin du mandat de Donald Trump, que quelque chose dans ces ordres-là, soit à travers un fonds souverain dédié, soit ou de manière complémentaire, à travers une dette dont une partie irait dans le Bitcoin, qui pourrait d'ailleurs être aussi à travers le fonds souverain. Il est probable que quelque chose de ce type-là, de cette nature-là, arrive. Et il est probable également que ce soit assez proche des élections finales. On imaginait peut-être avant les élections de mid-term,
mais peut-être que ce sera à horizon de la fin du mandat. On sait que ça prend du temps quand même. Aujourd'hui, les États-Unis sont en cours d'évaluation d'audit de leur détention de Bitcoin actuelle. Et donc ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Le temps qu'il y ait un consensus qui se forme sur la source des capitaux pour l'accumulation de Bitcoin et pour le choix d'allocation. Les États-Unis sont quand même un très grand État. Il y a des implications géopolitiques majeures. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Les espérances étaient sur le court terme. On voit bien que ça va prendre un peu plus de temps, mais il est quand même assez probable, notamment dans le contexte où des membres de la famille de la famille Trump passent leur temps à accumuler du Bitcoin. On voit notamment la société d'Eric Trump, ABTC, qui en est à 6000 Bitcoins, et Eric Trump qui se réjouit sur les réseaux sociaux de cette accumulation de Bitcoin, et qui dit souvent sur les plateaux qu'il est un grand défenseur du Bitcoin, qu'il y croit beaucoup, que ça va aller à plus d'1 million de dollars. On voit bien que s'il y a ce niveau de conviction au sein de la famille Trump, on ne doit pas être non plus à des années-lumière d'un potentiel d'accumulation par les États-Unis ou des États des États-Unis ou un potentiel fonds souverain aux États-Unis. En effet, parlons-en justement d'Eric Trump avec sa Bitcoin Treasury qui s'appelle American Bitcoin Corporation, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une treasury soutenue par Eric Trump. Ils ont que 6 mois d'activité, c'est ça, je crois. Ils en sont déjà à 6000 BTC selon leur dire, en tout cas. Donc pareil, période d'accumulation encore pendant une baisse. Et en effet, une famille Trump toujours autant bullish sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que déjà, c'est les enfants du président qui ont peut-être influencé aussi cette politique pro-Bitcoin? Et est-ce que ça va influencer alors justement cette potentielle accumulation et encore une politique encore plus pro-crypto à l'avenir? Oui, alors la conviction Bitcoin de la famille Trump, elle vient de l'époque du pouvoir démocrate où il y a eu une opération qui s'appelle Checkpoint 2.0 qui a consisté à ce que beaucoup d'institutions gouvernementales américaines aillent à la poursuite et pénalisent beaucoup d'acteurs du monde de la crypto de manière générale et du Bitcoin aux États-Unis et a conduit également à des gels d'avoirs bancaires, y compris au sein de la famille Trump, qui ont tout à fait changé la perception de la famille Trump sur ce qu'est le système financier traditionnel. Il faut quand même rappeler que la valeur de proposition fondamentale du Bitcoin, c'est de fournir un actif qui est totalement décentralisé et qui ne dépend pas d'institutions centralisées pour être détenu et pour être transféré. Et là où la famille Trump a vu les limites du système financier traditionnel, c'est que oui, on peut avoir des chiffres tout à fait réjouissants sur un écran d'un point de vue financier dans des organismes bancaires, mais du jour au lendemain, un organisme politique, un gouvernement peut décider que c'est fini et que ces actifs-là n'existent plus ou ne peuvent plus être déplacés en raison de certaines opinions politiques. Et on voit que si c'est possible aux États-Unis, on imagine ce qui peut être possible dans d'autres États du monde. Et c'est donc la raison fondamentale pour laquelle l'adoption du Bitcoin suit certes des cycles, mais on se retrouve toujours plus avec plus de personnes que le nombre de personnes qu'on avait auparavant. Et on se retrouve avec des niveaux de consolidation qui sont de plus en plus élevés. On est passé de $200 à $3000 à $15000 et maintenant à $60000. C'est pas pour rien. C'est parce que on a des centaines de millions de personnes qui ont commencé à pratiquer la réserve de valeur Bitcoin et qui se rendent compte que, à minima, c'est une partie de leur patrimoine qui doit être dans cet actif inconfiscable, sans nécessité de permission et transférable de manière mondiale et emportable de manière mondiale. Et c'est la souveraineté individuelle ultime. Maintenant, la conclusion directe, lorsque effectivement on arrive à prendre le pouvoir aux États-Unis, ce qui est le cas de la famille Trump, c'est le fait que ce risque-là baisse notablement
quand c'est la propre famille qui est au pouvoir, et donc une manière très efficace d'accumuler davantage de Bitcoin, c'est à travers une société cotée qui est capable d'accéder au marché de capitaux et qui est capable de conserver son Bitcoin dans des institutions qui ont fait leurs preuves dans le domaine, et des institutions d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement liées à des organes politiques particuliers, ou qui ont pour ethos justement cet esprit de décentralisation et ou cet esprit d'indépendance et de décentralisation institutionnelle. Par exemple, l'ETF Bitcoin, les produits financiers de type asset management, en fait, dépendent de beaucoup d'organismes différents et pas d'un seul acteur. Et donc, là où American Bitcoin vient se différencier, c'est d'avoir ce lien avec le minage de Bitcoin, qui contribue au minage de Bitcoin aux États-Unis et qui vient accumuler du Bitcoin à travers aussi les marchés de capitaux, et qui en est à 6000 Bitcoins. Donc, quelque chose qui est notable, c'est que Capital B n'est pas si loin de ABTC, et qu'on espère bien les rattraper, voire même les dépasser un jour. C'est bien sûr dans nos objectifs en termes de nombre de Bitcoin sur le bilan. Et donc, on voit que une société française est finalement assez proche de la société américaine qui est celle du fils du président Trump en termes d'accumulation, mais que cette accumulation-là est aussi différente, hein, c'est-à-dire que la société de American Bitcoin est plutôt dans le minage, et donc a vocation à se porter, disons, d'un point de vue boursier, relativement mieux dans un bear market où le minage peut permettre d'accumuler du Bitcoin au fil de l'eau, sauf quand le minage n'est plus rentable. Là, il y a un risque. Là où Capital B, effectivement, n'a pas ce risque d'infrastructure de minage, mais effectivement a, disons, un effet de levier qui se matérialise davantage dans des bull markets ou en préparation de bull market. Donc, c'est des sociétés différentes, et on voit que quand Donald Trump disait qu'il y avait le potentiel d'avoir du minage, une puissance de minage mondiale aux États-Unis, eh bien, il savait de quoi il parlait, puisque son fils développe une société de minage de Bitcoin, d'accumulation de Bitcoin, que Cantor Fitzgerald, qui est dont le président historique est le secrétaire du commerce des États-Unis, a également contribué à 2 sociétés importantes cotées en bourse, et même à beaucoup plus en termes de levée, hein. Cantor a d'ailleurs participé également à être intermédiaire à une de nos levées de capitaux chez Capital B de 58 millions d'euros en septembre dernier. Et donc on voit qu'il y a vraiment un alignement d'intérêts entre le gouvernement des États-Unis, qui est composé en fait de bitcoiners, les marchés de capitaux qui se déplacent vers du 24 heures sur 7 et de la digitalisation et plus de produits bitcoin, et également d'autres parties du monde qui commencent à s'activer. Les Émirats arabes unis, on le mentionnait, mais aussi la France avec Capital B, et avec bien sûr l'État français qui commence à réfléchir au minage de Bitcoin. Donc, on peut avoir de l'espoir pour le futur. Voilà. Excellent. Et ben, je vous souhaite en tout cas d'acquérir autant de Bitcoin, voire plus que ce cher Eric Trump. Et je trouve ça intéressant, puisque en effet, cette American Bitcoin Corporation n'a que 6 mois d'activité. Donc déjà, j'imagine que Capital B était bien plus early sur le Bitcoin qu'Eric Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que surtout, on est considéré en bear market, mais on continue d'avoir des news qui font la une, même en dehors de l'écosystème Bitcoin, ce qui n'était pas vraiment le cas lors des précédents cycles. On entendait parler du Bitcoin et des crypto-monnaies seulement pendant les bull runs et pendant les all-time high. Et aujourd'hui, on fait un weekly Bitcoin chaque semaine, et on a des news à foison pour en parler. Donc c'est plutôt rassurant aussi sur l'écosystème, et de voir des grandes familles qui sont au pouvoir continuer de parler de tout ça. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va aborder quand même, on va rester sur les Bitcoin Treasury
avec Nakamoto qui va acquérir BTC Inc. et UTXO pour 107 millions qui va les financer avec ses actions, des actions Nakamoto, alors que le cours de cette action est en baisse autour de 0,27 $. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Nakamoto et de ses décisions d'acquérir d'autres compagnies avec ses propres actions? Oui, alors il y a eu une incompréhension de marché cette semaine autour de Nakamoto, puisque beaucoup d'investisseurs qui avaient été bien sûr très déçus de la performance de cette action qui avait fait moins 99%, donc effectivement ce n'est pas très réjouissant d'un point de vue du prix de l'action, étaient déçus déjà de base et ont vu que suite à cette baisse, la société a procédé à l'acquisition de deux sociétés dans le même domaine. Et en fait, la perspective est complètement différente et il faut réussir à différencier le prix d'une action et la société. Oui, il y a des liens, bien sûr, c'est bien entendu l'action de la société. Maintenant, il faut renverser un petit peu cette perspective et se rendre compte que Nakamoto était tout simplement le projet de cotation initial de BTC Inc., de UTXO Management et de Bitcoin Magazine. Donc les trois sociétés faisaient partie du même groupe, qui est en fait le groupe historique qui a créé les conférences Bitcoin depuis des dizaines d'années, enfin depuis une dizaine d'années. Le groupe qui a créé Bitcoin Magazine, qui a été le média Bitcoin principal depuis une dizaine d'années également, et le groupe qui a créé UTXO Management, qui a donné lieu à la vague de Bitcoin Treasury Companies, pas tout seul, mais qui en tout cas a été pionnier dans le domaine en investissant chez Metaplanet, en investissant chez nous, chez Capital B, en investissant chez Smarter Web Company au UK. Et finalement, cette société-là, de fait de ses succès, a choisi, elle aussi, d'aller vers la cotation, de créer un véhicule coté qui allait utiliser les marchés de capitaux pour lever de l'argent et investir dans d'autres Bitcoin Treasury Company à la manière d'un Berkshire Hathaway, mais des Bitcoin Treasury Companies cette fois-ci. Et d'un côté, au lieu du cash, du Bitcoin, et de l'autre côté, au lieu d'actions américaines telles que Coca-Cola, eh bien des Bitcoin Treasury Companies. Donc conceptuellement, ça faisait beaucoup de sens. Maintenant, quand le Bitcoin descend au lieu de monter suite à la cotation, eh bien le premium de Nakamoto qui était allé à x10, x20 de mémoire, en tout cas leur action était à $20, eh bien quand le Bitcoin descend, les Bitcoin Treasury Companies sont également descendus fortement avec les premiums qui sont compressés. Et la Bitcoin Treasury Company qui investissait dans les Bitcoin Treasury Companies est descendue d'autant plus. Ceci étant, le projet d'achat des sociétés opérationnelles était déjà prévu dès le départ. C'était même dans les documents initiaux de projet. Et donc, de ce point de vue-là, ils ne font que ce qu'ils avaient dit. C'est juste que d'un point de vue de l'actionnariat, c'est très difficile puisqu'il y a 99% de baisse et en plus de ça, il y a une dilution supplémentaire. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que malgré que l'action est à 0,27, ils ont acquis les sociétés opérationnelles avec une action équivalent à plus de $1. Et donc, en ce faisant, ils ont pris une forme de haircut, c'est-à-dire une valorisation 4 fois inférieure pour les sociétés opérationnelles qui récupèrent des actions valorisées à €1, $1, mais qui valent en fait sur le marché 0,27. Donc, le marché a pu le comprendre un petit peu différemment en croyant que Nakamoto avait payé 4 fois plus, alors qu'en fait, c'est l'inverse. La réalité, c'est que les investisseurs sont déçus de la performance de l'action et peuvent avoir des critiques relativement fondées sur la manière dont certaines choses ont été gérées. Mais dans le fond, cet acteur-là est un acteur qui a quand même beaucoup contribué au développement de l'adoption du Bitcoin depuis une dizaine d'années, qui a contribué à l'éducation sur Bitcoin. C'est également eux, avec David Bailey, qui a créé avec Strategy Bitcoin for Corporations, un événement où nous sommes d'ailleurs invités la semaine prochaine chez Strategy World, avec uniquement 4 autres sociétés internationales, et une société qui a été pionnière dans l'investissement dans les Bitcoin Treasury Companies, qui ont surperformé le Bitcoin de manière notable depuis leur création. Il y a eu aussi une phase baissière importante,
mais on voit qu'ils ont donné lieu à tout un écosystème autour de stratégies qui a créé de la valeur actionnariale de manière générale. Et leur problème majeur, c'est qu'ils se sont cotés exactement au moment où le marché était le plus dans l'euphorie et qu'ils ont fait la descente complète depuis leur cotation. Et après, bon, ça, c'est pas mon rôle, l'analyse de l'action et l'analyse de la gestion de management de Nakamoto, mais les investisseurs peuvent avoir aussi des critiques additionnelles. Et ça, c'est le monde des sociétés cotées. Mais je tiens à rappeler quand même que fondamentalement, c'est un acteur sérieux, un acteur qui a contribué fortement à l'adoption de Bitcoin et qui travaille pour l'adoption générale de Bitcoin. Et voilà, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à se relever et que leurs actionnaires pourront récupérer, disons, leur mise de ce point de vue-là dans le futur. Mais de manière générale, je pense que leurs sociétés opérationnelles, notamment, vont bien se porter dans le futur et que j'espère qu'ils vont réussir, notamment à passer cette étape. Et en fait, ils doivent reprendre un prix de l'action supérieur à $1 pour ne pas être délistés, au moins temporairement, par la SEC aux États-Unis, parce que ça fait depuis maintenant quelques mois qu'ils sont en dessous $1. Et il faut qu'ils repassent au-dessus $1 d'ici juin. Donc, à voir ce qu'ils arrivent à faire pour survivre à cette phase baissière relativement brutale et je l'espère temporaire pour eux. Et ben on leur souhaite de rester dans la course et en effet c'est juste un décalage entre leur action et leur valorisation boursière et leurs ambitions stratégiques qui étaient là depuis le début et qui sont connues des investisseurs, donc on espère qu'ils les garderont le plus longtemps possible et qui se relèveront. Merci beaucoup Alexandre Lézet pour ce Weekly Bitcoin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, une petite publicité pour le numéro du revenu de ce mois-ci. Reprenez le contrôle de votre argent dans tous les bons kiosques. N'hésitez pas à aller l'acheter, le feuilleter pour plein de conseils sur la bourse et évidemment quelques pages sur le Bitcoin comme habituellement. Merci beaucoup Alexandre Lézet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Weekly Bitcoin. Merci Rémi, à très vite. Et très bonne semaine. Merci à tous. Au revoir Alexandre.